Ça l'a tardé. Tu comprends jamais rien de toute façon. C'est quoi ton écriture? Les hiéroglyphes? Apprends à écrire. Mais t'es con. Tu me fais vraiment pitié. T'es vraiment un handicapé. Tu fais exprès. Mais tu sais pas parler français. Est-ce que t'as la clé USB pour l'exposer? Ouais, je l'ai prise. Donc aujourd'hui on va parler des troubles 10. Donc parmi ces troubles, on a la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie et ils touchent 6 à 8% des élèves et 1-2% sous forme sévère. Moi je suis dyslexique et dysorthographique. Alors, c'est une dyslexie simple, je dirais, qui est surtout portée sur les problèmes de lecture, la mémorisation. Alors, je suis dysorthographique, dyslexique, dyscalculique et j'ai un trouble du langage profond. Alors, ma dyslexie, elle était surtout orthographique. Je crois qu'on appelle ça la dysorthographie maintenant aujourd'hui. Et ça veut dire que je ne savais pas, j'entendais les sons, j'essayais de les retranscrire quand j'écrivais par exemple, mais je les transcrivais, j'inversais les lettres ou alors je les mettais pas ensemble. Mais pour moi, dans ma tête, quand je revoyais le mot, je le voyais vraiment correct. Mais quand quelqu'un d'autre le regardait, ben, en fait, il y avait des lettres qui n'étaient pas au bon endroit et des sons qui n'étaient pas... On m'a dit que c'était en gros ton cerveau il fonctionne avec trois gros trucs. Genre la première fois que tu vois un mot, la deuxième fois tu le revois, tu peux retenir son sens, etc. Et la troisième fois, tu es capable de le réécrire avec la bonne orthographe. Et en gros, la dyslexie, c'est un des trois trucs qui marche plus. C'est un handicap qui peut toucher tout le monde et qui est important à prendre en compte. Et c'est pas pour autant que les personnes sont différentes, mais c'est quand même un handicap qui est important. La dyslexie, c'est quelque chose qui m'empêche de lire, de bien lire, de lire rapidement, de comprendre les informations. C'est quelque chose qui m'empêche aussi d'écrire. Ça veut dire que d'écrire, ça va mettre plus longtemps que quelqu'un de lambda, on va dire ça comme ça, qui n'a pas de problème. Je suis très vite fatiguée. Et voilà. Je te donnerais une image, ça serait comme un nuage dans lequel serait fondu le mot et qui recouvrirait finalement les lettres, qui ferait que j'arrive pas exactement à attraper le mot. C'est-à-dire qu'il est confus. Le mot ou la phrase, du coup, sont confus dans ma tête quand je lis ou quand j'entends. Alors, les troubles 10, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, le neurodéveloppement, c'est donc ce qui se passe dès la conception du fœtus jusqu'à la fin de vie de la personne. Ce sont vraiment des troubles du neurodéveloppement qui sont indépendants. Ils peuvent fonctionner ensemble, mais le trouble du langage écrit, du coup la dyslexie, c'est vraiment un trouble à part. Et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est encore un trouble autre. Il peut y avoir quand même les symptômes du TDAH dans une dyslexie sévère, par exemple. Si un enfant est vraiment très dyslexique, ou vraiment ça lui coûte énormément, il a une dyslexie mixte qui touche les deux voiles de lecture, et qu'il met énormément d'énergie à lire, ben, du coup il va plus vite saturer au niveau attentionnel, et plus vite décrocher, et du coup peut-être avoir l'air un petit peu dans les nuages, ou un peu rêveur, ou avoir une agitation parce que justement il se sera trop concentré, il aura tout donné. Ça sera pas forcément un trouble de l'attention, ça sera plutôt une dyslexie qui est mal aménagée et qui du coup aura comme conséquence des décrochages attentionnels. Non, parce que déjà c'est pas une maladie qui s'attrape, et donc c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire vraiment que, vu que ça reste jusqu'à la fin de sa vie, la personne elle sera toujours dyslexique. La seule chose qui va changer au fur et à mesure de son évolution dans différents milieux, c'est comment est-ce qu'elle va s'adapter à ces troubles. La définition de la dyslexie, c'est que c'est un trouble, donc en fait ça va durer, ça dure dans le temps, donc ça dure toute la vie. Mais par contre, enfin moi ce que je dis toujours, c'est que ça fait que s'améliorer, enfin ça peut pas empirer en fait. Je l'ai découvert, ma dyslexie, en CM2. Ça faisait longtemps que ma tante, elle est orthophoniste, et quand elle voyait les lettres que j'écrivais à ma grand-mère, elle répétait en boucle vraiment à ma mère qu'il y avait un problème, clairement je faisais beaucoup trop de fautes d'orthographe. Et donc j'ai fini par faire un test en milieu CM2, donc j'ai su que j'étais dyslexique. En CM1, quand on était avec ma prof, elle me disait que je faisais pas mes devoirs, qu'avec ma mère on les faisait tous les soirs et on faisait des réunions avec elle. En fait, elle comprenait pas parce que
quand il passait les contrôles, en fait, il avait souvent des mauvaises notes, comme s'il n'avait pas appris sa leçon. Et nous, on passait beaucoup de temps, voire 1 à 2 heures tous les soirs sur les leçons, et on ne comprenait pas pourquoi il n'y arrivait pas au contrôle. Et on a fait faire des tests par un neuropsychologue qui, effectivement, s'est trouvé qu'il était dyslexique. Alors en seconde, mes professeurs d'italien et de français, déjà en troisième, ils se doutaient un petit peu que j'avais probablement des troubles 10 parce que je faisais énormément de fautes d'orthographe, je mettais beaucoup trop de temps à me relire et en plus de ça, je faisais des erreurs complètement stupides qui, d'après mon niveau scolaire, ne devaient pas se faire. Et du coup, ils ont demandé à mes parents d'aller voir un orthophoniste. Et l'orthophoniste a diagnostiqué le fait que j'étais dyslexique, orthographique et tout ce qu'on m'a diagnostiqué après. Ça s'est fait comme beaucoup de gens qui sont dans les années 90, en CP, chez l'orthophoniste. Donc au départ, on a cru que c'était un problème psychologique. Donc je suis allée voir une psy qui a dit c'est certainement des troubles de l'apprentissage. Donc du coup, je vais voir un orthophoniste. Et donc là, le diagnostic a été posé donc vers 6 ans en fait. Donc voilà. Alors, je l'ai découvert lorsque j'ai écrit une lettre de motivation pour entrer en prépa, en Hippocagne, après le bac. Et donc la lettre faisait une 20aine de lignes, et sur ces 20 lignes, il y avait une 30aine de fautes d'orthographe. Raison pour laquelle la prof de lettres m'avait un peu humilié en disant que c'était inacceptable qu'on fasse une demande de candidature, une lettre de motivation pour entrer en prépa Hippocagne avec autant de fautes d'orthographe. Alors, les neuropsychologues généralement font pas en priorité ça. Non, on va plutôt orienter si on pense qu'il y a une dyslexie, mais il existe quand même certains tests de lecture, avec rapidité de lecture, qui sont quand même incomplets par rapport à ce qu'un orthophoniste peut faire. Son niveau de dyslexie, après, il est surtout théorique, pour les neuropsychologues en tout cas. Ça va être le taux de handicap, à quel niveau la personne va être handicapée dans sa lecture. Après, bon, il y a aussi plusieurs formes de dyslexie, donc c'est vrai que si jamais on cumule les formes de dyslexie, on peut s'attendre à ce que la rééducation soit plus difficile et donc le taux de handicap plus fort. Alors du coup, la première fois que tu vois la personne, en fait, tu vas pas tout de suite poser le diagnostic, enfin c'est rare, ou alors il faut que ce soit quelqu'un qui ait été suivi avant, mais le premier bilan qu'on fait, normalement on dit pas d'emblée, bah oui, la personne est dyslexique. On fait déjà des tests de lecture, orthographe et puis d'autres choses associées pour voir s'il y a des difficultés. Il faut que ces difficultés, qu'il y ait un décalage qui soit significatif, c'est-à-dire s'il y a quelques difficultés mais qu'il n'y a pas un gros écart par rapport aux autres enfants du même âge, on ne peut pas parler de trouble. Il faut que le décalage il soit vraiment important et significatif. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses autour. Donc, par exemple, dans la dyslexie, on va souvent rechercher des confusions de sons qui sont très typiques dans la dyslexie. On questionne aussi la famille sur les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la famille qui ont des difficultés en langage écrit ou non? Et puis après, il y a la durée. On va voir si les difficultés elles durent dans le temps ou si elles durent pas. Parce que si c'est juste un retard, ben, l'enfant il va rattraper son retard et puis après il y aura plus de décalage ou alors un décalage très léger. Mais si le décalage il reste important, qui dure dans le temps, qui gêne l'enfant, qu'il y a des antécédents, etc., là on va pouvoir vraiment parler de troubles. Donc du coup c'est plusieurs mois ou parfois plusieurs années plus tard que le diagnostic il est vraiment posé. Quand on voit que ça dure, que la gêne elle reste, que dans les tests on voit qu'il y a toujours ces difficultés, là on pose le diagnostic. Et parfois, souvent, il y a des bilans complémentaires à faire. Parfois on va vérifier l'audition pour écarter une surdité, on vérifie toujours aussi la vue. Parfois on fait des tests, pas toujours chez un ou une neuropsychologue, pour voir comment l'enfant réfléchit, comment il fonctionne au niveau de ses capacités cognitives, etc. Donc voilà, il y a des choses aussi à voir tout autour pour être sûr que c'est bien un trouble des apprentissages. Cool de savoir pourquoi j'avais du mal sur certains trucs. Mais en vrai, ça n'a pas changé énormément de choses parce que
Enfin, ça me faisait juste, entre guillemets, une raison de comprendre pourquoi j'avais du mal. Mais dans tous les cas, fallait quand même que j'y arrive au bout d'un moment, quoi. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, c'était un soulagement parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'étais pas encore sûre de ce que c'était. Et du coup, en fait, je me suis dit, ah bah enfin, je vais pouvoir prendre le temps que je veux pour mes exercices. Je pourrais enfin me donner à fond, entre guillemets, et pouvoir aller jusqu'au bout de mes idées sans être speedée par le temps, etc. Vu que du coup, j'ai un tiers-temps. Et du coup, j'ai plutôt vécu ça plutôt bien, mais c'est juste que il faut pas me désigner en tant que dyslexique. Je préfère quand même être vue comme une élève normale. Donc non, moi j'étais super déçue qu'on me dise dyslexie, qu'on me dise qu'il n'y a pas de remède, que ce sera toujours comme ça, et que certes il va y avoir des améliorations, mais il y aura toujours de la dyslexie. Donc ça c'était vraiment difficile à accepter. Mais ça a soulagé beaucoup mes parents de mettre un mot sur ce que j'avais, parce que mes parents avaient vraiment juste l'impression que c'était eux qui avaient merdé dans leur éducation, quoi. Donc je pense que ça les a rassurés de dire c'est pas de votre faute, c'est un trouble, tout ça, tout ça. Alors on les a pas mis, ce ne sont pas les autres qui les ont mis. C'est moi-même qui ai mis ces mots quand j'étais jeune étudiant et que je faisais de l'aide aux devoirs à des élèves en difficulté, et que je suis tombé en particulier sur un enfant dyslexique qui lui a mis des mots sur son trouble, qui était reconnu comme dyslexique. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à cette pathologie et à essayer de trouver des moyens de pouvoir aider les enfants qui, dans leur apprentissage, rencontraient ce genre de difficultés. Et c'est lui qui avait mis des mots sur ça en disant moi monsieur, il m'avait beaucoup touché parce qu'il m'a dit monsieur, je ne suis pas comme les autres, je ne vois pas les mots de la même manière, du coup j'ai beaucoup de retard par rapport aux autres parce que ça me demande plus de temps pour les remettre dans l'ordre, les lettres et les mots. Et il me dit je fais cet effort là et des fois ça me fatigue, et plus je suis fatigué et moins j'arrive à faire cet effort là. Et il me dit mais les professeurs ils ne le comprennent pas. Ça va. Parce que je suis EIP moi aussi, donc précoce. Ouais. Et du coup, ça balance un peu, ça contrebalance. Donc les difficultés que j'ai avec la dyslexie, parfois je les balance avec le fait d'être EIP. Donc voilà, ça va. Mais globalement, c'est surtout des problèmes, j'ai du mal en écriture, en orthographe surtout. J'ai beaucoup de fautes. Je vis bien, ça me dérange pas trop. Des fois, c'est un petit peu compliqué, des fois, des matières. Je vis très bien avec au quotidien. Ensuite, j'ai des aménagements durant les épreuves et les contrôles au lycée. Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Comme c'est assez léger, c'est pas gênant au quotidien. Et en fait, c'est un peu étrange, mais j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un de très appliqué, de faire au mieux pour faire les choses bien, et en fait le résultat n'était jamais là. Donc ça c'est l'école qui, du coup on te dit travaille beaucoup, tu vas avoir des bonnes notes, mais en fait tu as beau travailler, tu as toujours un vieux 10 au mieux. Donc 10 sur 20 c'est pas satisfaisant en fait, et on te le fait comprendre. Donc ça c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Et après dans le milieu professionnel on retombe un peu sur les mêmes choses en fait, je trouve. Parce que du coup, on a accumulé on n'a pas confiance en nous, suite certes à nos événements à l'école, mais en plus de ça, c'est une réalité, on ne peut pas avoir confiance en ce qu'on lit, on ne peut pas avoir confiance en ce qu'on écrit, parce qu'il y a tout le temps des erreurs, on fait toujours des contresens quand on lit, on fait toujours des... Par exemple, moi je lis très peu les négations, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai vraiment du mal à... Quand il y a une phrase, parfois je peux zapper la négation, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais du coup ça donne des contresens qui sont vraiment pas marrants. Et donc ça peut être un réel problème. Donc au boulot, oui, quand j'ai un mail qui me dit ce n'est pas possible de faire cette conférence, moi je lis c'est possible de faire cette conférence, donc forcément ça crée des quiproquos. Voilà, donc ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive. Et ça c'est qu'un exemple, parce que du coup j'en ai plein d'autres. Je n'étais pas conscient qu'il s'agissait d'un trouble, jusqu'à ce que plus tard je comprenne, je connaisse le phénomène de la dyslexie, et que du coup rétroactivement, je comprenne que j'en étais victime. Donc, si tu veux, j'étais livré à moi-même, tout seul, face à ce trouble-là, et j'ai dû développer des recours alternatifs pour contourner le problème dans ma scolarité et réussir à m'en sortir. Justement, au
au brevet, j'ai eu le droit d'avoir... Enfin, on l'a pas passé à cause du Covid, mais au brevet blanc, j'ai eu le tiers-temps quand même. Mais sauf que du coup, au lycée, j'ai pas pu l'avoir parce que ça faisait trop longtemps que j'avais fait mon test de dyslexie. Fallait que je le refasse et dans les délais, c'était pas possible. Donc il n'y a rien qui a été mis en place. Donc il y a le PPRE qui est en place, qui est bien en place dès la rentrée de la 6e. Le souci qu'on rencontre, c'est que beaucoup de professeurs ne l'appliquent pas. Et du coup, il est censé avoir moins de devoirs et être plus suivi pour les contrôles. Et souvent, c'est pas fait. Alors en seconde, c'était limiter la copie, plus un tiers-temps. Et l'usage de la calculatrice autorisée pour tout, en fait. Sauf forcément en français, mais par exemple en tout ce qui était sciences, etc., quand les autres n'avaient pas le droit à la calculatrice, moi je pouvais avoir une calculatrice. Sinon, les profs généralement surlignaient les mots importants des sujets pour pouvoir m'aider à comprendre plus rapidement. Et ensuite, petit à petit, en terminale, là, j'ai plus que mon tiers-temps, parce que j'ai plus besoin que de ça, en fait. Alors ça, c'est une autre époque. On n'avait absolument pas identifié, enfin, on l'avait identifié, on savait ce que c'était que la dyslexie, mais à l'époque, il n'y avait pas eu la réforme de 2000, la réforme de l'école, et du coup, c'était pas quelque chose qui était vraiment pris en considération à mon époque. Ça dépend de la personne, ça dépend de la dyslexie visée aussi. On a certains aménagements avec du lire-couleur, où on lit, où chaque syllabe est d'une couleur différente, ça peut fluidifier la lecture. On peut aussi faire appel à un AESH, du coup un assistant éducation et vie scolaire, quelque chose comme ça, anciennement AVS du coup, qui va lire à la place de la personne et du coup ça évitera au moins le coût de lecture et de ne pas comprendre le texte parce que l'enfant n'aura pas à lire. On peut aussi réduire les dictées, réduire la liste des mots à apprendre, faire des poésies plus courtes ou alors avec la possibilité de l'apprendre sur plusieurs moments différés. Le tiers-temps, il ne sera pas forcément top 1 des aménagements, justement parce qu'une personne qui aura déjà eu du mal à comprendre une consigne, du mal à l'exécuter et qui aura tout donné sur l'heure de contrôle, par exemple, au bout d'un moment, en fait, il faut qu'elle aille s'aérer la tête comme tous les autres au bout d'une heure de contrôle. Et la relecture ne sera pas forcément bénéfique, car ce sont des personnes qui n'ont pas conscience forcément de l'écriture correcte d'un mot. Donc le tiers-temps sera même pas bénéfique pour une relecture, il sera juste là pour, à la limite, empêcher une réécriture. Quand on est 10, on compense beaucoup, mais c'est pas que à l'enfant 10 de s'adapter, c'est surtout et avant tout à la société autour de s'adapter. Et du coup, donc les adaptations, elles vont dépendre du niveau de trouble. Encore une fois, si on a des troubles légers, on va avoir besoin de moins d'adaptation que si on a des troubles sévères. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est soulager l'enfant pour tout ce qui concerne le langage écrit, donc lecture, orthographe. Il y a plein d'adaptations possibles. Tout, c'est de soulager ce qui est dur pour l'enfant et puis de lui permettre de continuer ses apprentissages sans avoir trop à se fatiguer, à lire, à écrire, etc. Et puis souvent, ces aménagements, ils évoluent. Donc au début, on en met beaucoup forcément quand c'est difficile et puis après, au fur et à mesure du temps, au collège, lycée, on en a souvent de moins en moins parce qu'on a de moins en moins besoin. Donc ça évolue avec les besoins des enfants. Et pour les adultes, c'est pareil en fait pour les formations qu'ils font, les concours qu'ils passent, ils ont droit à ces aménagements. Ça peut même aller jusqu'à la présence d'une secrétaire pour les personnes qui ont un trouble vraiment très très marqué, qui peuvent difficilement écrire. Ça peut être une secrétaire qui écrit pour eux. Il y a certains enfants qui ont un ordinateur, enfin voilà, il y a aussi toutes ces choses-là. Et dans le monde du travail, il y a des personnes qui ont un poste adapté et qui ont... En fait, parfois les lectures à voix haute de sujets, je sais que ça existe. Des gens juste qui lisent à voix haute les questions sur les sujets et tout. Parce que je sais que, là par exemple, on a passé un bac de philo, il y a pas longtemps. Et j'ai mal lu la question, du coup j'ai pas répondu à la bonne question. Donc je pense que ça peut vraiment aider. Surtout dans les grosses dyslexies, ça peut être vraiment utile, je pense. Que les professeurs fassent le suivi et qu'ils mettent en place le PPRE correctement. Tous les aménagements qui ont été pris ont été réfléchis et suffisent, en tout cas me suffisent à moi. Après, je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi ça me suffit.
Donc ça touche La 6 merde à en 8% plus quand des on est élèves exposé. et 1 à 2% c'est Elle est des moche. troubles Ta sévères. gueule, le Donc trouble sévère, tu ça m'étonnes. offre aussi, ça permet des Moïse, quoi. difficultés scolaires. Ta gueule, c'est Et vrai. donc 15 à 20% des élèves sont en grande difficulté Elle d'apprentissage. fait partie des 15%, je crois. Du coup, vu que EIP aussi, j'avais quand même pas trop de difficultés. Du coup, j'avais plutôt des bonnes notes. Et donc, il y avait plein de gens qui disaient « Oh non, mais t'es pas une vraie dyslexique. Non, mais regarde, t'as des bonnes notes. C'est pas possible que tu sois dyslexique et tout. » Un vrai plaisir. En 6e, je me fais harceler par deux personnes de ma classe et qui m'insultaient et tout parce que j'étais dyslexique et que j'avais des notes en dessous d'eux. C'est surtout les autres qui ont du mal à accepter le fait que moi j'ai un tiers-temps, alors que la plupart du temps j'avais quand même des meilleures notes que ceux qui étaient moins bons. Et du coup, c'est surtout eux qui me voyaient pas vraiment bien parce que je profitais un petit peu du truc, alors que clairement j'étais dyslexique. Mais Après, en fait, c'est des petites micro-agressions au bureau quand les gens font des blagues sur des fautes d'orthographe. D'accord, c'est pas contre moi, personnellement. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que, quelque part, quand j'envoie des mails, les gens se foutent de ma gueule, quoi. Enfin, puisqu'ils le font ici sur d'autres gens, pourquoi ils le feraient pas sur moi, du coup? Et puis après, il y a tous ces gens qui s'amusent à écrire faute d'orthographe, F-O-T-E. Et orthographe avec un F pour se moquer des gens qui font des fautes d'orthographe. Et ça, c'est des petites micro-agressions où tu fais ça me fait pas du tout rire, en fait. C'est un vrai sujet, l'orthographe, c'est quelque chose qui peut être discriminatoire, en fait, donc c'est pas marrant. C'est pas du tout marrant. Au pire, tu rigoles de ça avec tes amis bourgeois qui ne font pas de fautes, mais tu fais pas ça avec moi dans tes mails, en fait. Donc voilà, ça, c'est des petites choses que j'ai vécues récemment et qui, franchement, m'ont fait un peu perdre la boule, quoi. À titre personnel, à part l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure et qui était donc les difficultés que j'avais en fait en prépa, en classe préparatoire, en hypocalicale, où le programme était tellement chargé, tellement lourd et les études tellement difficiles, donc ça demandait beaucoup de travail. À part cette, pas discrimination, mais oui, si, une petite discrimination en fait, qui faisait que le professeur de lettres, par exemple, ne faisait même pas l'effort de comprendre les idées que j'essayais de faire transparaître dans mes travaux. Il s'arrêtait justement à l'horreur de ma copie et qui était truffée de fautes d'orthographe. Bon, que ça va aller globalement. Faut pas écouter les gens au collège et au lycée, les gens sont gentils. Qu'il faut pas abandonner, qu'il faut répéter plusieurs fois les leçons et qu'il faut pas écouter les harceleurs. Faut pas se décourager surtout et il faut beaucoup travailler. si on est discriminé, si on est victime de tout ça, faut pas le prendre pour soi, il faut avancer. Si on a été diagnostiqué dyslexique, c'est que notre tiers-temps, il vaut quelque chose et on en a besoin. Donc il faut pas se définir par cet handicap-là, et même si on est handicapé, clairement, c'est pas grave, on va tous s'en sortir et franchement, c'est pas gravissime. La seule chose que je pourrais peut-être dire, c'est juste le partage d'expérience est important dans ce genre de choses, parce qu'en vrai, la dyslexie, ça ne nous empêche pas de vivre, hein, mais c'est juste qu'au quotidien, ça peut être chiant, et puis pour l'image de soi, et après, ça impacte d'autres catégories qu'on ne soupçonne pas, en fait, parce que juste inverser des lettres, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact, surtout quand on sait l'importance de l'orthographe dans la culture française. C'est de dire au fond qu'aucun handicap n'est insurmontable et qu'au contraire on peut transformer son handicap en force, et que tout ce que l'on va développer comme effort de concentration, de réajustement pour pallier à ce manque et à cette différence qui nous distingue des autres, eh bien ça sera une force par la suite. La dyslexie, c'est peut-être pas forcément le trouble le plus envahissant. Ce qui est le plus envahissant, ça va être plutôt le regard des autres, ça va être les enseignants qui vont pas forcément comprendre, qui vont pas forcément non plus avoir toutes les clés pour pouvoir aider les personnes avec dyslexie. Souvent, quand il y a une dyslexie, c'est pas la seule chose à laquelle faire attention. Il y a aussi tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, réassurance, le fait que c'est pas grave en fait, si on a des difficultés à lire, on va quand même pouvoir avoir un métier. Et on va quand même pouvoir vivre, être indépendant, même si on n'a pas envie d'avoir un métier. Voilà, on va pouvoir devenir grand, même avec une dyslexie. C'est une étape scolaire à passer.
Merci de nous avoir écoutés. Donc c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde de nos jours et c'est important de s'y intéresser, je trouve. Et si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. C'est quoi la dyslexie? C'est quoi la dyslexie? C'est quoi la dyslexie en fait? C'est quoi la dyslexie en fait? C'est quoi la dyslexie en fait? C'est quoi la dyslexie? La réponse en couleur. Loin d'être bête, le dyslexique a un raisonnement différent. Quand il lit, les mots prennent vie. C'est-à-dire que quand on est dyslexique, on sera dyslexique de toute sa vie. J'ai tellement envie d'aller vite, de faire comme les autres, puis que j'ai un petit problème avec ça. Mais Et que c'est une galère, mais qu'il faut qu'on l'assume. Et qu'il faut qu'on assume de dire aux gens, pardon, aide-moi pour l'orthographe, je fais 5 fautes par mot. Pardon pour l'anglais, il faut que tu m'aides, je galère un peu. Pardon pour les maths, là j'ai pas réussi mon calcul. Et c'est pas pour ça que t'es un imbécile, et c'est juste que t'as, toi, un handicap.